sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 24 mars 2021. Aujourd'hui, on vous pose la question, mesdames, messieurs, êtes-vous prêts à faire face à un sinistre? Si demain, là, votre immeuble brûle, je ne vous le souhaite pas, jamais de la vie, mais si votre immeuble était incendié et que la perte était quasi totale ou si vous aviez à subir une perte sévère, seriez-vous prêt à gérer ça? Parce qu'évidemment, on peut se dire, il y a un sinistre, j'appelle mon assureur, il s'occupe de tout. Mais attention, là, il y a beaucoup de nuances à apporter et vous allez voir, on va le comprendre avec nos invités aujourd'hui. Si votre immeuble est détruit par un incendie, sauriez-vous comment procéder afin d'obtenir les indemnisations dans les plus brefs délais, de sorte que l'immeuble puisse être construit le plus rapidement possible? Comme je viens de le dire, il faut bien évidemment appeler son assureur, mais il y a plus que ça à faire. Et les administrateurs de copropriété auraient peut-être intérêt à suivre, non pas une formation en sinistre, mais à être proactif et à se préparer en vue d'un éventuel sinistre. Ce n'est pas la chose la plus drôle au monde, là, se préparer pour un sinistre, mais c'est vraiment essentiel parce que ça peut faire vraiment la différence lors d'un incendie ou d'un dégât d'eau, par exemple, entre je suis prise au dépourvu ou pas de panique, on s'assoit, on prend notre gaz égal, comme dirait quelqu'un à qui je pense que je ne nommerai pas, et on procède dans l'ordre, ça va bien se faire. Évidemment, il faut avoir un bon courtier en assurance de dommages. C'est préférable d'avoir un courtier en assurance de dommages pour faire le relais aux besoins en cas de problème entre l'assuré et l'assureur. Et évidemment, il faut y mettre du sien. C'est-à-dire que vous, en tant qu'administrateur ou même en tant que copropriétaire, vous avez, par exemple, un cours d'eau. Les administrateurs ont l'assurance du syndicat, mais vous avez votre assurance du copropriétaire. Et ces deux assureurs ne couvrent pas les mêmes choses. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La table est mise donc pour cette web radio, n'est-ce pas, qui est une présentation, si je puis m'exprimer ainsi, qui est une présentation de BGA Architectes dont l'équipe a donné vie à plus de 1800 projets et ont façonné le patrimoine québécois d'un bout à l'autre de la province, majoritairement situé au centre du Québec, mais aussi dans toutes ces régions. Ce sont autant d'idées et de rêves qui ont vu le jour dans plus de 170 municipalités québécoises, qu'il s'agisse de construction neuve, de rénovation ou de restauration pour des besoins tant résidentiels que commerciaux, institutionnels ou corporatifs. Tous s'entendent pour dire que nous exerçons notre part avec rigueur, passion et dévouement. Donc, bga.archi, tout simplement. Alors, ces gens ils ont développé notamment une expertise en enveloppe de bâtiment, donc pour une inspection d'enveloppe de bâtiment, par exemple. Je reviens à mes invités. Michel Barcelot, un expert en sinistre à la retraite qui a travaillé pendant des décennies, notamment dans le domaine de la copropriété. Alors, un expert en sinistre, c'est la personne qui se rend sur place pour voir, constater les dégâts, comprendre qui paie quoi et évaluer la perte là, en termes d'argent. Alors, donc, Michel Barcelot, bonsoir. Bonsoir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, fondatrice de Condo Stratégie, une habituée de la web radio. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, François. Et également, Vincent Gaudreau, un autre habitué. Bonsoir Vincent, courtier en assurance de dommages et vice-président chez Gaudreau Assurance. Je vous rappelle que l'avocat émérite Yves Jolicoeur se joindra à nous dans une dizaine de minutes. Il a un léger retard, il accuse un léger retard, il faut le comprendre. Alors, il arrivera aux alentours de 19h10, donc maître Yves Jolicoeur. Et je voudrais également préciser à nos auditeurs, comme je le fais toujours, que vous pouvez vous rendre sur condolégal.com, donc le site condolégal.com. Et comme on parle d'assurance aujourd'hui, eh bien, dans l'onglet Assurance, fiches pratiques, je le redis chaque fois, mais je pense que c'est essentiel, vous avez des fiches pratiques qui
qui représente l'abécédaire de l'assurance en copropriété, assurance du syndicat, assurance des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, fonds d'auto-assurance. Il y a même aussi, si vous tapez dans l'engin de recherche, vous allez tomber sur le fiduciaire d'assurance. Et ça, c'est un des éléments dont on va parler aujourd'hui. Le fiduciaire d'assurance est la perte importante. Lorsque le sinistre représente une perte importante, les indemnités versées par l'assureur doivent être remises au fiduciaire qui gère le paiement en fonction de l'évolution des travaux pour reconstruire une copropriété qui a été soit, par exemple, affectée par un dégât d'eau, un incendie ou autre. Donc, le fiduciaire d'assurance, nous allons parler avec Maître Yves Jolicoeur, c'est une donnée très importante en copropriété lors d'un sinistre. Alors, vous allez sur condolégal.com et vous pouvez également revoir nos émissions en rediffusion en cliquant sur cette bannière. Elles sont toutes là. Celle de ce soir y sera éventuellement aussi. Et je voulais vous aviser, vous informer que nous avons 3 gagnants pour le livre L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, qui a été réédité par l'avocat émérite Yves Jolicoeur. Donc, 3 gagnants se sont mérités une copie du livre que vous pouvez vous procurer, je le répète, si vous allez sur condolégal.com, dans l'onglet Ressources, Publications, et vous descendez ici, Ouvrages. Donc, vous tapez, vous cliquez sur l'ouvrage L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, et la bannière vous amène à acheter le livre en ligne. C'est pas beau, ça, mesdames, messieurs? Un livre pour un prix vraiment modique, 17,95 $ plus taxes. Et c'est vraiment un livre qui vous informe de l'essentiel à savoir sur l'assurance en copropriété. Et les copropriétaires, tant les copropriétaires que les syndicats de copropriétaires doivent savoir ce qu'est l'assurance parce que ça peut faire notamment la différence entre la perte de votre investissement ou la sauvegarde de votre investissement. Donc, voilà, c'est dit. Maintenant, nous sommes. Je pense que je n'ai pas montré à l'écran le site web pour le livre. Je vais le refaire. C'est important. C'est important que les auditeurs le voient. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait le partage d'écran. Alors, je le fais à l'instant. Alors, vous allez, je répète le cheminement, la page d'accueil condolégal.com, ressources, publications. Vous allez ici dans Ouvrages et vous descendez pour aller trouver l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, et vous cliquez sur cette bannière qui vous amène à acheter ce livre en ligne. Donc, un livre vraiment essentiel dont on ne saurait se passer. Voilà, là, c'est vrai, c'est dit. Je reviens à mes invités. Alors, première question, Vincent Gaudreault. Vincent, question de base élémentaire. Lorsqu'un sinistre se déclare dans une copropriété, donc Maître Jolicoeur arrive, on va le laisser arriver, donnez-moi quelques secondes. Voilà, Maître Jolicoeur est ici maintenant. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Vous arrivez juste à temps. Alors, nous en étions à commencer à poser les questions. Donc, Maître Jolicoeur, bienvenue à cette web radio. Alors, Bonjour, Céline. oui, bonsoir. Alors, voilà, donc, Maître Jolicoeur qui s'est joint à nous. Donc, Vincent, lorsqu'un sinistre se déclenche en copropriété, est-ce qu'un syndicat, par l'entremise de ses administrateurs, devrait immédiatement sauter sur le téléphone et aviser son assureur ou est-ce que s'il accuse un retard de quelques jours, ça fait une différence? En fait, en vertu du Code civil, le syndicat est obligé d'aviser son assureur pour tout dommage qui peut mettre en cause la garantie. Ouais. Donc, évidemment, tout dégât d'eau, tout feu, évidemment, c'est vraiment des petits dégâts, tout ça. Normalement, il devrait aviser son assureur. Ça ne veut pas dire, il y a une chose par contre, il y a une distinction entre aviser son assureur d'un dégât et ouvrir une réclamation. C'est deux choses qui sont différentes. De plus en plus d'assureurs aussi le considèrent de façon différente. Ça, c'est la première chose. Aussi, il faut dire quand même que beaucoup de syndicats ne contactent pas leurs assureurs pour les dégâts qui sont en bas de la franchise. Parce qu'évidemment, de plus en plus, on voit des franchises qui sont importantes, des franchises de 50 ou 100 000 $. Donc, de plus en plus, on voit des syndicats, par exemple, un dégât de 5 000 $, quand on a une franchise à 100 000, on ne va pas nécessairement contacter son assureur. Mais théoriquement, en fonction du Code civil, un syndicat devrait aviser son assureur là, pour tout dommage qui peut mettre en jeu la garantie. Et Vincent, j'ai entendu dire quelque chose, je ne nommerai pas la personne, mais un juriste m'a dit que euh, encore aujourd'hui, certains assureurs ne tiennent pas compte de l'unité de référence. Un sinistre est survenu dans un immeuble.
C'est le même modus operandi qu'avant l'obligation de créer l'unité de référence, qui est la description de la partie privative, l'unité de référence qui distingue les améliorations apportées aux parties privatives versus l'assurance du syndicat et les parties communes. Alors, il y a encore des assureurs qui fonctionnent selon l'ancien système. Est-ce que c'est vrai? Ben, en fait, j'ai entendu l'inverse aussi. J'ai entendu des assureurs qui le demandaient systématiquement l'unité de référence. Il faut dire, il y a plusieurs milliers d'expériences NIS au Québec. C'est assez récent, l'unité de référence. Donc, le temps que je pense que tout le monde soit à la page, puis évidemment, on est dans un contexte particulier aussi. Ouais. Le temps que tout le monde soit sur la même page par rapport à ça, je pense que ça va prendre un certain temps. Des assureurs qui en font plus que d'autres, qui ont des niveaux de formation. Les formations sont aussi différentes d'un assureur à l'autre. Ouais. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y en a encore sur le terrain là, qui ne demandent pas nécessairement. Mais j'entends par contre de plus en plus l'inverse, que les assureurs le demandent. Et on le voit là, clairement, là, ça commence à avoir son effet. Là. Mais ça va peut-être prendre un certain temps avant que ce soit utilisé par tout le Oui, monde. que ce soit standardisé. Donc, Oui, c'est ça. petit conseil à tout le monde, vous êtes mieux d'avoir votre unité de référence en code sinistre. N'est-ce pas, Absolument. Angelica? Oui, c'est sûr, en fait. C'est toujours préférable de suivre la loi que de ne pas la suivre puis d'inventer une réponse qui est un peu parfois un peu loufoque. Mais on est dans un nouveau cadre législatif. C'est sûr qu'il y a un déficit de connaissances et je salue Michel Barcelo ce soir, avec qui on a eu à faire des dossiers très importants en matière de sinistre en courité. Je pense que notre ami Michel est retraité aujourd'hui. Michel, c'est ça? Depuis le 1er février, oui. Depuis le 1er février. Malheureusement, fait plus partie de l'élite des experts en sinistre, membre de la Chambre d'assurance dommages, mais parce qu'on l'identifie ainsi à l'écran. Mais en fait, j'ai demandé à ce que M. Berceau soit avec nous ce soir parce qu'on a eu à travailler des dossiers d'importance et souvent, pour en vivre même encore actuellement, la qualité des intervenants, que ce soit le courtier d'assurance ou encore l'expert en sinistre au dossier, ça fait toute la différence entre un dossier bien réglé, avec diligence, et un dossier, comme on a vu récemment dans les médias, où il y a un déficit de savoir important chez les experts en sinistre. On évalue mal le sinistre, on accompagne mal les sinistrés, les membres des conseils d'administration. Et moi, j'ai un dossier actuellement entre les mains, sans le nommer évidemment, où ça fait plus d'1 an que le dossier est ouvert sur un assureur direct. J'en ai un autre, toujours sur un assureur direct, qui est ouvert depuis plus d'1 an, depuis 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans, toujours pas réglé. Alors, la qualité des intervenants, le degré de savoir, on l'a dit dans les émissions précédentes, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Puis il faut comprendre que le monde de l'assurance, il y a des Vincent Gaudreau, là, qui sont des gens qui ont développé une expertise pointue en matière de courtage. Ça, évidemment, c'est la porte d'entrée du produit d'assurance. Mais lorsque le sinistre arrive, c'est le rôle des experts en sinistre qui rentrent sur la glace, je ne prends pas l'expression comme un peu au hockey, et des gens de qualité. C'est là que ça fait la différence entre un dossier qui se règle rapidement, intelligemment. Le jeu des assurances, lorsqu'on l'exprime dans le domaine du sinistre, il y a de la négociation, il y a des ententes, il y a de la diligence. Alors, et ces gens-là font la différence quand ils sont des gens compétents et expérimentés dans les dossiers. Ouais. Michel Barcelo, vous me disiez avant que la web radio commence qu'il peut y avoir une grande différence entre un assureur qui transige avec un courtier en assurance de dommages et un assureur direct. Pourriez-vous préciser votre pensée? La simplicité, si on veut, de la situation est là, c'est que vous avez une personne ressource importante avec le courtier qui vous représente auprès d'un assureur. Il ne faut pas oublier que le rôle du courtier, c'est de vous trouver de l'assurance et d'être non partie prise pour l'assureur, mais le produit qu'il vend, il doit le supporter et il doit aider l'assuré qu'il a. Donc, s'il y a des possibilités de divergence ou quoi que ce soit, son rôle est de s'impliquer auprès de l'assureur et de faire comprendre la part des choses et où sont les responsabilités réciproques
soit de l'assuré ou de l'assureur. Ouais. Et l'importance est là, définitivement. Alors que chez l'assureur direct, on a parlé à une personne ressource au téléphone qui a établi le montant d'assurance. Avez-vous votre évaluation? Avez-vous déjà eu des dégâts d'eau? Combien ça fait d'années que vous êtes construit? Combien vous avez de balcons? Puis après avoir complété son petit rapport, bien, votre prime est de X $, puis merci, bonjour. Quand vous passez au feu, appelez-la pas. Si vous avez un dégât d'eau, appelez pas cette personne-là. Puis si jamais vous avez une divergence avec votre assureur, vous n'avez pas cette personne-là pour vous aider, c'est un employé de l'assureur. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est une partie complètement... C'est un arbitre, il est là pour juger les situations, pour favoriser le règlement de la situation et aider le client, l'assuré, à aller de l'avant, dans son sinistre. Et là, l'importance du rôle des courtiers. Malheureusement, avec toutes les acquisitions qui s'est faites au cours des dernières années, on a perdu pas mal d'assureurs qui font le transit avec les courtiers. Puis au surplus, on a eu cette vague qui continue des assureurs qui achètent des bureaux de courtage et puis qui emprisonnent leur volume par l'entremise de ces gens-là. OK, donc finalement, il y a une concentration d'assureurs donc ça en fait moins. Hein? Je veux dire, les assureurs sont moins nombreux. Donc, ça réduit les possibilités d'assurance en copropriété. Vincent Gaudreault, vous avez probablement maintes fois fait valoir votre titre de courtier en assurance de dommages grâce à vos interventions qui, sans vous, auraient peut-être viré patate, si on veut, là. Eh bien, c'est sûr que comme courtier, comme professionnel, tu essaies d'amener de la valeur ajoutée à ton client. Puis la valeur ajoutée qu'on amène, je pense, c'est l'expertise en amont, c'est-à-dire lors de la souscription du contrat. Puis évidemment, nous, quand il y a une réclamation, comme M. Barcelo l'a dit, on ne se sauve pas. Puis d'ailleurs aussi, ça change la donne aussi en amont, parce qu'en sachant que je vais être là s'il y a un problème, je vais m'organiser pour faire mon travail en amont comme il faut. Puis évidemment, une fois que la réclamation, bon, on est là pour aider le client, supporter le client, puis des fois agir comme tampon entre le client et l'assureur. Parce que des fois, c'est les clients qui sont dans le tort, des fois, c'est les assureurs. Nous, en ayant de l'expérience, ayant vu plusieurs situations, puis aussi, les clients nous font confiance. Souvent, on développe une relation avec eux. Bien, on peut discuter avec eux, puis amener des règlements, faire avancer des situations. Puis des fois, quand aussi on a des assureurs, bien, que les délais sortent de l'ordinaire, bien, quand on appelle chez les compagnies d'assurance comme courtier indépendant dans mon cas, quand j'appelle chez des assureurs, bien, chez la plupart des assureurs avec lesquels on transige, on a des millions en volume, c'est pas des dizaines de millions. Bien, généralement, quand on appelle, ils nous répondent. Fait que c'est sûr qu'on a un levier qui est peut-être différent. Quand vous êtes 500 $ sur 4 milliards de primes, ben, ça se peut que votre message, ça soit un peu plus long avant que vous ayez des réponses. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'amener cette valeur ajoutée-là pour le consommateur. Ouais. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, est-ce que dans les copropriétés que vous gérez, vous avez dû faire face à de gros sinistres, là? On parle de centaines de milliers de dollars, là. Oui, c'est arrivé? Absolument. Puis à plusieurs reprises, mais pas excessif par chance. Mais effectivement, ça arrive. Et dans ces cas-là, c'est là qu'on voit, comme Vincent vient de l'expliquer, puis Michel, c'est là qu'on voit les gens qui sont aguerris, qui ont des compétences et qui vont faire que ce sinistre-là va, malgré l'ampleur et de déstabilisation que ça vient ajouter dans la vie de nos copropriétaires, va amener que ça va se régler rapidement. Puis régler rapidement est une chose, mais d'avoir le support en travers de ça, parce que vous comprenez que pour les copropriétaires et les administrateurs, c'est du jour au lendemain, on est en pleine gestion de crise. Dans des immeubles à étages, les ascenseurs peuvent être touchés, pas d'ascenseur qui fonctionne. On sait très bien que amener une réparation majeure à un ascenseur, c'est 8 à 10 semaines non opérationnelles. Je dis des choses comme ça qu'il faut que les gens, première chose, soient prises en charge correctement. Et on espère par des personnes qui ont des connaissances, parce que Maître Gilles-Carl l'a bien dit, il y a du déficit de connaissances. Mais nous, comme clients, parce que moi, je suis habituée de représenter mes copropriétaires, nous, on n'est pas nécessairement assez exposés à de choisir un expert en sinistre, ça vient de l'assureur, etc. Donc, nous, on doit agir comme tampon entre l'assurance, les copropriétaires, l'expert, et après ça, bien, ça enclenche une grande quantité d'étapes qui va durer
plusieurs mois. On espère toujours que ce ne soit pas long, mais vous savez que l'incendie ou le dégât d'eau arrive et 2 jours après, les gens nous demandent quand est-ce que je vais revenir chez moi. Effectivement. Et on a vu dans un reportage présentant la facture hier que les gens, ça leur a pris du temps à revenir chez eux. Donc, Valérie, est-ce que vous diriez, dans les propriétés que vous gérez encore là, est-ce que vous leur proposez un plan d'action pour l'avant et l'après-sinistre? C'est-à-dire, est-ce que vous les sensibilisez au fait que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver à la rue et vraiment être pris au dépourvu en termes de gestion de la chose? Tout à fait. On est en train de bâtir quelque chose de très ficelé chez Condo Stratégiste parce que, dans un premier temps, que ce soit petit, moyen ou grande ampleur, il y a des sinistres en quantité assez importante. Et on se rend compte que nos clients sont malheureusement pas encore assez informés de comment ça doit se passer, qu'est-ce qui doit arriver, puis tout ça. Et c'est sûr que quand on a une gestion externe, on va prendre, comme gestionnaire externe, on va prendre beaucoup d'étapes en chemin. Mais si on parle à des gens qui nous écoutent sur la web radio, il y a beaucoup de gens qui sont en autonome et ces gens-là sont complètement démunis parce que c'est le seul téléphone qu'ils vont lever. Ils vont dire à l'assureur, ben, envoie-nous la cavalerie, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on intervient avec une compagnie d'après-sinistre, jusqu'où on va, comment je vais aller, etc. Donc, oui, on est en train de mettre en place un processus qui va même être ouvert à l'externe, qui ne sont pas clients chez nous, pour les amener à savoir qu'est-ce qui est à faire rapidement. Ouais. Puis, j'aimerais juste apporter un point sur ce qui a été dit. C'est tellement vrai qu'avec un courtier, nos clients ont un conseiller très, très, très connaissant dans son domaine parce que je trouve que trop souvent encore, c'est un gros enjeu, nos administrateurs sont concentrés sur le prix. Et quand ça ne va pas bien, bien là, ils disent on n'a pas de support. Bien, des fois, c'est ça qui peut arriver. Donc, il faut vraiment faire attention quand on choisit maintenant une assurance, un prix, un courtier, une compagnie ou quoi que ce soit. Et surtout, s'assurer que la valeur de reconstruction est adéquate. Ça, on ne le dira jamais assez. Certains syndicats de copropriétaires ont tendance peut-être à vouloir payer moins cher, donc à dire, ben, il me semble que 3 millions, 3,2 millions, c'est suffisant. La prime est moins chère, mais en fait, l'immeuble, il vaut peut-être 4 millions, il vaut peut-être 4,5 millions. Ça fait une énorme différence parce que nous ne le répéterons jamais assez. L'assurance des administrateurs ne couvre pas cette erreur et omission de sous-assurance. Maître Jolicoeur, lorsqu'un sinistre sévit dans une copropriété et qu'il est majeur, on va parler là du fiduciaire d'assurance. Alors, je vais montrer à l'écran la fiche pratique sur condolégal.com qui en parle. Alors, vous voyez ici, alors je vous refais le cheminement, vous êtes sur la page d'accueil, vous tapez dans l'engin de recherche fiduciaire et vous allez tomber sur fiduciaire d'assurance et pertes importantes. Maître Jolicoeur, à partir de quel moment on peut considérer que le sinistre est suffisamment important pour que les indemnités de l'assureur soient versées aux fiduciaires? La loi ne définit pas ce que c'est une perte importante. Parfois, les déclarations de côté font référence à un pourcentage de la valeur du bâtiment qui, quant à moi, est une erreur. Moi, je vous dirais qu'à partir du moment où on rentre dans un processus relativement complexe de reconstruction, on a 3 ou 4 appartements, même si c'est dans une tour de 120, et qu'on fait intervenir différents corps de métier, différents entrepreneurs, le syndicat a tout intérêt à se faire nommer officier d'assurance parce que ça va être, dans le fond, celui qui va gérer adéquatement l'indemnité d'assurance. J'ai vu, moi, dans un dossier où un administrateur a décidé de jouer au fiduciaire d'assurance, puis il s'est payé à partir de l'indemnité d'assurance versée par l'assureur. C'est sûr qu'il a manqué d'argent pour reconstruire le bâtiment. Alors, c'est généralement prévu dans les garanties complémentaires de la police d'assurance du syndicat. Puis encore là, quand on va rencontrer son courtier, le courtier il va expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a comme garantie complémentaire, puis il va s'apercevoir que le fiduciaire d'assurance, il peut effectivement, qu'il soit désigné par le syndicat, être indemnisé. Lorsqu'on a un bon assureur, là, je parle d'un bon assureur, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle.
bien, lui, il a tout intérêt à ce qu'un fiduciaire d'assurance soit nommé parce que il y a moins de risques que le règlement de ce sinistre tourne mal. Il va avoir son expert en sinistre qui va désigner dans le dossier. L'expert en sinistre va, puis c'est correct, guider le syndicat vers des avenues pour réhabiliter le bâtiment. Si, par contre, le syndicat souhaite avoir quelqu'un d'autre, ben, tout se négocie, mais en quelque part, une fois qu'on aura déterminé la portée du coût de réhabilitation, ben, l'argent va être versé au fiduciaire d'assurance, puis lui, ça va être le chien de garde de cet argent-là, qui va débourser les argents au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction, évidemment, des recommandations qu'un professionnel peut être. On a généralement dans les portes importantes des professionnels qui sont désignés pour assurer le contrôle de qualité de la réhabilitation. Alors, on en vient actuellement un dossier, c'est une perte totale. Le bâtiment a été totalement rasé par le feu. On a un excellent expert en sinistre dans le dossier, quelqu'un qui a du vécu, avec qui moi j'ai eu à rétroagir, puis on est dans le même discours, on se comprend très facilement, on n'est pas dans une zone de conflit entre l'assureur. J'ai eu le même vécu avec M. Barcelou dans une part très importante sur le couronne nord de Montréal. Je pense que c'était M. Barcelou une des plus grosses pertes de tout l'Est du Canada en matière de copropriété. Quand les gens sont compétents, ben, c'est comme une équipe de hockey, c'est comme des musiciens. Là. Il y a un chef d'orchestre, puis tout ça va bien se jouer et ça facilite généralement le règlement efficace du dossier. Alors, le rôle du fiduciaire, évidemment, ça va être de recevoir ces instructions du conseil d'administration, qui reste quand même le pilote à bord, mais il va y avoir des personnes qui vont dire bon, on est rendu à tel degré d'avancement du chantier, on va débourser des sommes au fur et à mesure. Évidemment, tout doit être encadré par un contrat de construction qui prévoit des retenues contractuelles. Et puis le fiduciaire, lui, va faire des retenues contractuelles de telle sorte que si à bout de piste, il y a un litige entre l'entrepreneur général et un sous-traitant, puis on parle des hypothèques légales de construction qui peuvent, dans le fond, être publiées sur le bâtiment en mode de reconstruction, ben, on va éviter ce type de risque-là pour arriver à la fin du processus avec une réhabilitation complète du bâtiment. Les sommes vont être déboursées, l'intérêt du syndicat va être bien desservi et c'est réellement le rôle d'un fiduciaire. Donc, ce que je dis à l'auditoire ce soir, quand on a des pertes qui sont significatives, là, ça vaut la peine d'avoir un fiduciaire d'assurance. Alors, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que ce soir, la question qu'on pose, c'est êtes-vous prêt à faire face à un sinistre? Là? S'il y a un sinistre qui se déclare ce soir à 2 heures du matin, c'est toujours à l'improviste, c'est toujours imprévu. Êtes-vous prêt à faire face à la musique? Nos invités nous en parlent et n'hésitez pas à poser des questions. Et justement, j'en ai une pour Vincent Gaudreault. Alors, la personne nous dit que son syndicat est assuré avec un assureur direct. En cas de sinistre, il songe d'ailleurs le syndicat à faire affaire avec un courtier en assurance de dommages, mais un syndicat qui n'a pas de courtier en assurance de dommages, peut-il se référer à lui en cas de sinistre? Est-ce qu'il peut mandater un courtier en assurance de dommages externe pour faire le lien avec l'assureur? Je dirais que c'est pas nécessairement là qu'on est plus efficace. Il y en a qui peuvent le faire là, sur base forfaitaire, honoraire, là, comme expert d'assurance dans un dossier, sans nécessairement être un expert en sinistre. Là, ça se fait, mais c'est très rare. Puis aussi, c'est que dans le fond, en n'étant pas une police qu'on a souscrit avec un assureur qu'on a ou qu'on représente comme courtier, notre rayon d'opération, on ne peut pas appeler pour l'assurer. C'est pas un assureur qu'on connaît, donc on a nécessairement des contacts là, pour pouvoir aider l'assuré. C'est pas nécessairement l'idéal. Dans ce cas-là, un assuré qui n'est pas avec un courtier et qui a un problème lors d'une réclamation devrait faire affaire avec un avocat, c'est une option. Pourrait faire aussi affaire avec un expert public. C'est un expert en sinistre qui est payé par l'assuré directement et qui son mandat, c'est de représenter l'assuré. Puis souvent, c'est des gens d'expérience en réclamation, c'est des experts en sinistre. Donc, eux peuvent accompagner le client dans son expérience de réclamation. Ces gens-là se payent généralement en pourcentage de la réclamation. Donc, c'est des options là, pour un client là, qui ne serait pas avec un courtier, là, qui aurait besoin d'assistance lors d'une réclamation. Ouais. Michel Barcelot, la question s'adresse aussi à Medjelker en deuxième vague et peut-être même
à Valérie Couture parce que je pense que tous trois, vous avez une bonne idée de ce que ça pourrait être. Parce que nous allons maintenant un peu parler du séquençage d'un sinistre, c'est-à-dire après un sinistre, quelles sont les étapes, dans l'ordre, les étapes relatives à un sinistre en vue d'en arriver à la reconstruction pour que tous les copropriétaires puissent réintégrer leur appartement. Alors, Michel Barcelot, avec Maître Jolicoeur, vous avez établi un modus operandi concernant le cheminement et le règlement d'un sinistre. Alors, ça commence avec la lettre A, puis ça finit avec Z. Entre les deux lettres, est-ce que vous pourriez nous résumer ça? Bon, premièrement, je vais juste retourner les fleurs que j'ai reçues de Yves. Et effectivement, de concert avec Yves, qui représentait un syndicat en 98, c'était probablement la perte qui était la plus importante qui était survenue depuis l'établissement du nouveau Code civil. Et on s'est assis, et puis il y avait un avocat qui représentait l'assureur à l'époque, qui s'est assis avec nous autres, et on a regardé comment le cheminement devait se faire avec toute la logique qu'il faut, le plus rapidement possible, et cheminer le dossier de sorte à ce que les gens puissent reprendre leurs unités d'habitation. Puis Yves, tu me corrigeras ces dates-là, mais c'était, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est novembre 98. La perte était majeure. Avant le verglas, je pense que c'est 97, je pense. 97, c'est janvier 98, le verglas? Exact. Bon, OK. Fait que novembre 97, on a commencé, il manquait un étage, et puis le reste du bâtiment devait être dégarni. Il y avait un paquet de facteurs qui rentraient en considération. On avait, je pense, quelque chose, une trentaine d'unités qui étaient affectées. Et puis, par la suite, là, il a fallu entreprendre la situation avec la période de verglas qui s'est présentée. Il y a eu des obstacles qu'on a rencontrés à cause d'un entrepreneur véreux qui voulait s'intégrer dans la situation et prendre possession du bâtiment, qu'on a réussi que Yves a réussi à se disposer, à enlever la situation. Mais tout ça pour vous dire qu'avec le cheminement qui avait été établi de façon concrète, avec du GBS, du gros bon sens, puis un assureur qui se tenait debout, on a réussi, avec, incluant les appels d'offres, la présence du fiduciaire, les professionnels pour faire la surveillance du chantier et la remise en état. Au 1er juillet 1998, les unités étaient prêtes à être réhabilitées, à être occupées par les occupants. Fait qu'on parle d'une période de 8 mois, là, incluant le dégarnissage, une reconstruction complète d'un étage au complet. Et sans oublier que l'étage qui a été enlevé, qu'il a fallu reconstituer, on était pris aussi avec une question d'empruntage parce que le certificat de localisation n'était plus valable. C'est toutes des choses qui ont été considérées. Parler de ça aujourd'hui, un assureur va vous regarder pourquoi un certificat de localisation. Et donc, Michel Barcelot, dans l'ordre, là, oui. Lorsqu'un sinistre se déclare, l'intervention d'un expert en sinistre est immédiate, n'est-ce pas? C'est tout de suite? C'est en dedans de 24 heures, un assureur responsable va avoir son représentant sur place. Bon. Il va avoir sa rencontre avec les administrateurs du syndicat. Il va essayer de rétablir les choses. Qu'est-ce qu'on va faire comme mesure d'urgence? Est-ce qu'on doit fermer une toiture? Est-ce qu'on doit dégarnir tout de suite, immédiatement? Les dégâts d'eau sont là. Est-ce qu'on doit faire de la sauvegarde? S'organiser avec ça et s'assurer que les copropriétaires qui ont eu peu ou pas de dommages puissent informer leur assureur et permettre aussi à ces assureurs-là d'avoir accès à l'intérieur des locaux pour enlever, déménager, tout ce que ça comporte. Ceci étant fait, il reste un rôle important à l'expert en sinistre. Ça va être d'informer et de former, je dirais aussi, les administrateurs du cheminement réel d'un dossier. Votre contracteur, la présence d'un fiduciaire, la possibilité de retenir un professionnel. Vous allez avoir une demande de permis de reconstruction à entrevoir. Tous ces cheminements-là vont se faire graduellement. Ça, c'est ça, M. Barcelot, c'est pas l'assureur qui va faire la demande de permis, là, hein? Non, mais le syndicat a une obligation de le faire. Son professionnel qui peut être retenu va pouvoir en faire la demande. Oui, il va avoir présence, requête de plans et de vie probablement. Donc, ça prend un architecte, ça prend un ingénieur pour la structure. Et puis, ça, est-ce qu'un assureur, excusez-moi de vous interrompre, Michel, c'est important pour les auditeurs, est-ce qu'un assureur peut recommander à un syndicat tel ou tel professionnel du bâtiment pour justement permettre ce dont vous venez de parler, là? Oui, définitivement.
Mais il faut que ce soit des personnes quand même qui soient reconnues dans l'industrie Oui. et puis qui soient viables et valables pour faire ces travaux, pour entreprendre ces travaux-là. Mais il est important que le syndicat en soit conscient. Puis même par la suite, une rencontre formelle avec tous les copropriétaires pour qu'ils puissent comprendre exactement comment que le cheminement se fait et qu'est-ce qu'il y en a. Après ça, il va y avoir la question d'entrepreneur général. Et malheureusement, il y a des assureurs aujourd'hui, là, puis on ne les nommera pas, mais j'ai vu dans des pertes importantes, j'en ai vu une dans le centre, pas dans le centre-ville, à peu près du stade olympique, on parlait de 2 millions à peu près. L'assureur a envoyé son entrepreneur pour faire les travaux et ils ont payé l'entrepreneur général directement. Et à un moment donné, il est arrivé des déficiences, des situations problématiques pour certains copropriétaires. Ils m'ont appelé, je suis allé les voir, les rencontrer, voir ce qui pouvait être fait. Et quand on a contacté l'assureur, la réponse était bien simple. Le dossier est réglé, c'est payé, organisez-vous avec l'entrepreneur. C'est pas de même que ça fonctionne. Ce n'est pas une façon de faire, ça, l'assureur qui remet l'argent à l'entrepreneur. On peut peut-être y aller quelque part en arrière, Michel, si tu me permets. Un sinistre, ça commence souvent par une flamme, un feu. Ça peut commencer par un dégât d'eau. Dans le cas dont on parlait précédemment, on parle évidemment d'un bâtiment incendié. Alors, le premier cheminement, c'est le camion de pompiers qui arrive. Hein? Donc, le camion de pompiers commence à éteindre l'incendie. Puis, très important, le camion de pompiers. Si vous avez un feu, avant d'appeler votre avocat, appelez les pompiers. Alors, on va commencer évidemment par les pompiers, mais des fois, avec le camion de pompiers, suit ce qu'on appelle parfois, mais j'imagine que ça existe de moins en moins, mais je vais arriver, ce qu'on appelle des experts en sinistre indépendants qui vont arriver sur les lieux. C'est arrivé dans le dossier dans lequel M. Barcelot est impliqué et qui vont parfois, c'est peut-être plus des cas d'exception que la règle, là, avoir un goût à vide là, pour faire signer des contrats durant que le feu est installé en disant, moi, je m'occupe de tout ça, donnez-moi 10 de l'indemnité d'assurance, ou en fait, signez-moi un papier, puis on va s'occuper de tout ça. C'est pas requis de faire ça pour commencer. Quand un sinistre a lieu, évidemment, si vous avez un bon assureur, c'est ça qui fait la différence dans les sinistres, c'est la qualité de l'assureur. Il va vous dépêcher un expert en sinistre qui va arriver sur les lieux. Le camion de pompiers va être là. Les gens vont être dans les autobus, on va les abriter pour la soirée. La Croix-Rouge descend. Ça commence comme ça. Ça commence le soir. Alors, évidemment, il y a les débris. On a des fois des charpentes de bois qui sont sinistrées. Il y a des décisions cruelles qui vont se prendre. On peut peut-être faire venir l'appel mécanique pour jeter ça par terre parce qu'effectivement, il n'y a plus rien. Au contraire, c'est un risque. L'expert en sinistre va faire venir aussi souvent des compagnies pour clôturer le lieu, pour pas que les gens puissent y avoir accès. Ça commence comme ça, un dossier. Là. Je ne répète pas un dégât d'eau, un feu. Alors, le lendemain, le réveil brutal, c'est des copropriétaires qui vont tenter d'être hébergés à gauche et à droite, qui vont faire valoir leur police d'assurance parce qu'ils ont une couverture d'assurance pour des frais de relocalisation. Et le rôle du conseil d'administration va être très important parce que ce sont des gens qui sont déjà sinistrés, mais qui vont devoir faire face à des prises de décision. C'est pour ça que moi, j'interviens dans des dossiers de ce type-là où on accompagne le conseil d'administration sur les décisions qui vont se prendre assez rapidement. Et là commence le dossier, commence la négociation. Alors, il y a des assureurs qui sont de qualité, puis des assureurs, des fois, qui ont des propositions qui sont un peu douteuses. Écoutez, tel entrepreneur, il est recommandé par la compagnie, là, vous devriez le prendre, là, puis ça va bien se passer avec lui. Ben, soyez peut-être pas si emballés que ça, parce que il y a la proximité entre l'entrepreneur et la compagnie d'assurance peut être parfois agréable, mais dangereuse. C'est-à-dire que si l'assureur recommande toujours le même entrepreneur, ben, cet entrepreneur-là va être un peu moins critique sur la qualité de la réfection du bâti. Ouais. Il faut être critique. C'est là que des équipes d'intervenants indépendants peuvent être utiles dans le dossier pour justement accompagner le conseil d'administration. Ce n'est pas le travail d'un bureau d'avocat. Il y a une société qui s'appelle Magellan ici à Montréal qui commence justement à développer cette expertise-là de terrain. Ils accompagnent les syndicats sinistrés parce que
ma job d'avocat n'est pas sans limite. Mon rôle, c'est de donner le conseil, c'est d'aiguillonner les conseils d'administration vers les bons intervenants, mais ce n'est pas moi qui va donner un contrat de construction. Puis par la suite, il y a des décisions très importantes parce que le donneur d'ouvrage, normalement, la réhabilitation, ça doit être le syndicat, pas l'assureur. Moi, je ne comprends pas qu'un assureur donne des contrats en direct parce que la garantie légale de ce contrat-là, où est-elle? Alors là, évidemment, l'entrepreneur devrait être engagé par le syndicat. On devrait avoir des contrats types. Je ne parle pas de petits sinistres, je parle de sinistres majeurs. Donc, il y a tout un processus qui, s'il est correctement mis en place, va donner des résultats. Puis des fois, il y a des épreuves dans ces dossiers-là. Je vous rappelle, M. Berzuc, dans le dossier dont on fait référence, pour ne pas le nommer, on a eu le feu. Après ça, de mémoire, je pense qu'ils sont venus voler des fils de cuivre dans le bâtiment. Ils étaient rentrés dans le bâtiment. Puis après ça, on a eu c'était le deuxième sinistre. Puis le troisième sinistre, je pense, c'était le verglas, calotte de glace sur le bâtiment. Et puis ça, M. Barcelot, c'est lui qui a tout géré ça parce qu'il y a des conditions particulières dans les contrats. Ça, c'est couvert, ça, c'est pas couvert. Alors, l'expert en sinistre de la compagnie d'assurance, quand c'est quelqu'un de compétent, c'est un ami. C'est sûr que c'est un ami. Quand on a des gens qui, malheureusement, ne sont pas compétents, et ça, on l'a vu récemment dans des reportages médiatiques, ça peut être une catastrophe. Ouais. Parce que les administrateurs, immanquablement, cherchent à avoir confiance en quelqu'un. Puis là, quelqu'un, c'est souvent le représentant désigné par l'assureur. Alors, là-dessus, il faut être prudent. Il faut être prudent sur la qualité des intervenants. Ouais. Valérie Couture, une question qui vous est adressée. Chère dame qui posait la question, vous me direz si j'ai bien compris le sens de votre question. Alors, après avoir appelé les services d'urgence, les pompiers, la cavalerie, c'est un humour un peu plate, là, parce que quand il y a le feu, on ne rit pas, on n'a pas envie de rire. Mais bon, après avoir appelé les services d'urgence, on communique avec notre gestionnaire et la gestion du sinistre démarre. Si j'ai bien compris, la question, c'est les copropriétés qui ont un gestionnaire se disent OK, on a appelé les pompiers, maintenant, c'est entre les mains de notre gestionnaire, c'est lui qui prend ça en charge, on n'a rien à faire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, Valérie Couture? C'est pas vrai en entier, mais c'est sûr que le gestionnaire va devenir la personne ressource qui va prendre en charge le sinistre avec le CA. Par contre, le gestionnaire n'a pas de pouvoir décisionnel, donc il doit vraiment être accompagné du conseil d'administration. C'est sûr qu'on va, comme gestionnaire, gérer tout ce qui est possiblement à gérer dans l'immédiat. Et après ça, on va tomber en mode où on va faire appel aux experts rapidement, le lendemain. Exemple, ça arrive dans la fin de semaine. Nous, chez Condo Stratégiste, dès qu'on est au courant de ça, on dépêche une équipe sur place pour prendre en charge les copropriétaires, etc., etc. Donc, mais c'est sûr qu'il faut mettre la machine en branle et rapidement. Parce que moi, j'ai un exemple d'un syndicat d'un bâtiment sur 10 qui a été incendié il y a plusieurs années. Et tout a été confié avec l'accord du conseil qui pensait bien faire, a confié les travaux à la compagnie qui était reliée avec l'assureur. Et on s'est rendu compte cette année de divers problèmes, certificat de localisation pas refait, problème de reconstruction avec des matériaux, d'ailleurs qu'on a mis Hubert Saint-Pierre sur le dossier. Donc, plusieurs problématiques, comme Maître Dulicar le dit, qui sont revenues par la bande en arrière depuis longtemps, qu'un syndicat qui pensait bien faire a malheureusement récolte des problèmes après de plusieurs années. On ne parle pas de 2 ans, on parle de plusieurs années. Donc, oui, le syndicat doit prendre en charge. Si un gestionnaire, le gestionnaire va prendre en charge avec les administrateurs le dossier. Et s'il n'y a pas de gestionnaire, bien là, les administrateurs doivent se relever les manches et mettre la machine en branle. Alors, l'auditrice m'a apporté une précision que je tiens à transmettre à Valérie. En fait, elle voulait dire non. Évidemment, les administrateurs ont leur part de tâches à faire, à accomplir, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que
le gestionnaire va permettre aux administrateurs, va aiguiller les administrateurs rapidement, parce qu'évidemment, les administrateurs qui ne sont pas expérimentés dans la chose vont pouvoir compter sur le gestionnaire, n'est-ce pas, Valérie? Absolument. Il ne faut pas oublier que souvent, nos administrateurs sont sinistrés comme les autres. Donc, ils font partie des gens qui subissent une émotion, qui rencontrent une situation très difficile et vivent des émotions au même titre que les copropriétaires, mais eux autres doivent prendre des décisions. Fait que oui, on va être toujours là pour accompagner la collectivité. Mais il doit y avoir, Valérie, des cas où les administrateurs se disent tributaires de vous à 100% et se disent, ben écoutez, on vous a mandaté, vous êtes là pour tout faire pour nous. Ça doit arriver, ça aussi, Valérie? Non, pas vraiment, parce que nous, on est assez clair avec nos clients. Oui. Et on travaille d'équipe. Oui. Mais malgré des situations, on va réagir en attendant le conseil parce que des fois, on doit s'adapter rapidement. Oui. Alors, Vincent Gaudreault, je répète la question parce que tout à l'heure, je vous l'ai posée, mais je pense que c'est important parce que certains auditeurs se sont joints à nous. Il y a encore une méconnaissance de la loi sur l'assurance en copropriété par certains assureurs qui ne se sont pas encore mis à la page. J'ai entendu dire que certains assureurs, ou en tout cas dans un cas en particulier, qu'après le sinistre, l'assureur n'a pas tenu compte de l'unité de référence, c'est-à-dire la description de la partie privative qui distingue les améliorations qui ont été apportées de l'unité de base. Et l'assureur a fait comme si de rien n'était et il a géré le sinistre comme avant l'unité de référence. Qu'est-ce que vous en dites? Mais faut voir aussi quand est-ce que le sinistre a eu. Si l'unité de référence était faite a posteriori après la réclamation, là, ça peut venir mélanger les choses. Là, parce qu'encore une fois, c'est assez récent comme réglementation. Fait que c'est sûr que je pense qu'il va y avoir un certain temps d'adaptation. Puis aussi, dans beaucoup de cas aussi, l'unité de référence, quand on a des unités qui étaient très standardisées, qui étaient toutes faites pareil, qui ont eu très peu d'améliorations qui sont assez récentes. L'unité de référence va venir confirmer des choses, mais des choses qui probablement l'assureur, au final, ça ne va pas changer tant de ce qu'on avait originalement en termes de définition de ce qui devait être couvert par l'assurance du syndicat de copropriété. Mais je pense aussi qu'il y a une chose, des fois les clients me posent la question, je vais rajouter là-dessus, il y a des assureurs que je crois qui sont meilleurs que d'autres. Par contre, c'est sûr que n'importe quel assureur, comme j'ai mes clients, des fois ils me disent, mais moi avec un assureur qui règle bien ses réclamations, je peux venir avec un assureur que je sais qu'en règle générale règle bien ses réclamations, mais personne n'est à l'abri de tomber sur un expert en sinistre qui a une mauvaise journée la journée d'avant ou qui est débordé parce qu'il y a eu un événement météorologique et qu'il y a 200 dossiers qui s'ouvrent en même temps. Ça, c'est possible. Puis des fois, ce que je remarque dans certains dossiers, les gens sont patients. Des fois, les gens attendent des mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est dans un contexte, communiquer avec les courtiers d'assurance. Des fois, les gens nous appellent, disent là, Vincent, ça fait 4 mois, je n'ai pas une nouvelle assureur. Comment ça, 4 mois? Appelle-moi après un mois que tu n'as pas eu de réponse ou que tu ne reçois pas de réponse à tes courriels ou tes appels. Il faut que les gens soient quand même proactifs pour faire avancer les choses parce que des fois, puis je le vois souvent, l'assuré attend après l'assureur attend après l'assuré. Fait que les deux attendent un après. L'assuré pense qu'il attend après l'assureur attend des papiers ou certaines informations de la part de l'assuré, puis là, tout le monde se regarde, puis il n'y a rien qui bouge. Fait que, je pense que les gens, il faut qu'ils soient proactifs dans leur règlement. Ouais. Vincent, il y a un auditeur qui nous pose la question, est-ce qu'il faut attendre le sinistre pour savoir si nous sommes entre bonnes mains et si l'assureur est digne de ce nom? Je pense que on en conviendra tous. Je pense que les assureurs ont des devoirs déontologiques et ont des devoirs. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucun assureur. Il n'y a pas de garantie. Surtout, je peux vous dire qu'il y en a qui, par réputation, puis on le voit, là, qui ont ça va un peu mieux que d'autres là, au niveau du règlement de sinistre. Ouais. Ça peut être assez variable, mais effectivement, c'est lors de la réclamation que vous allez pouvoir voir. Là, puis aussi, vous pouvez avoir un assureur qui fait un excellent travail. Si vous avez un refoulement d'égouts en même temps que 400 autres unités dans votre rue, ben, le niveau de service ne sera peut-être pas le même. Fait que, des fois, il y a des facteurs qui sont hors du contrôle de l'assureur qui peuvent influencer sur son niveau de service qu'il va vous donner. Ouais. Oui, mais après ça, je vais parler à M. Barcelot. J'ai une question à lui poser.
Moi, je pense que ce qu'il faut mettre en perspective, là, où on parle de déontologie chez les assureurs, je ne sais pas de quoi on parle là, actuellement quand vous parlez de déontologie des assureurs. Vous parlez d'un sens des responsabilités, en fait. Oui, parce que la déontologie, oui, il y en a chez les intermédiaires qui sont encadrés par la Chambre d'assurance dommages du Québec. Effectivement, il y a un code de déontologie. Non, je comprends. Il n'y a pas de déontologie associée aux assureurs. Non, il n'y a pas de déontologie. Par contre, il y a l'autorité des marchés financiers qui, pour une certaine partie, peuvent agir si effectivement le consommateur est lésé. La problématique, moi, je vous dirais là, que c'est qu'on a actuellement sur le terrain des intervenants qui n'ont pas le degré de compétence pour agir en copropriété. Puis ça c'est drôlement lourd de conséquences parce que, je me répète, les gens qui ne s'y connaissent pas, on sait que la majorité des syndicats sont en autogestion, se fient à ces intervenants-là. Et là-dessus, moi, je vois des médias, des choses qui sortent actuellement qui me font, en le fond, me dire, mais comment se fait-il qu'on peut, dans le fond, se fier à des intervenants d'assurance qui ne mettent pas les gens compétents à la bonne place? Et là, il y a une réflexion société. L'autre chose aussi qu'il faut peut-être réfléchir, c'est qu'il y a des assureurs qui se disent actuellement, certains, la copropriété, ce n'est pas payant. Ben, on va arrêter de les assurer. Alors, du jour au lendemain, on a des syndicats là, qui se font dire, on ne vous assure plus. Ben, à l'instant, là, moi, je pense en termes de société, ça ne marche pas de même. On ne peut pas mettre de côté un assuré sans se penser les conséquences des décisions qui sont prises de même. Actuellement, on encourage le panier bleu. Là. On est dans le COVID au Québec. On se dit, ben, on va prendre des produits locaux. Ben là, quand les syndicats communautaires sont rejetés à la mer, on n'est plus dans le panier bleu. Là. On est dans le panier rouge. Le panier rouge de Londres, les Lloyds, avec des franchises d'assurance colossales, des primes d'assurance où les gens ne dorment plus la nuit. Est-ce que, comme société québécoise, est-ce qu'on veut encourager le panier rouge? Mais tout le monde est dans le rouge. Pas juste parce qu'on est en Angleterre, on est dans le rouge parce qu'on est dans le rouge financièrement, parce que nos condos ne se revendent plus. On a des syndicats actuellement qui n'ont plus d'assurance responsabilité civile. Ils sont dans les marchés secondaires de Londres avec des primes et des franchises hors du commun. Puis les gens qui siègent sur le conseil d'administration n'ont pas d'assurance. Qu'est-ce que l'État québécois va faire vis-à-vis des copropriétés orphelins d'assurance? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça n'a aucun sens que le gouvernement du Québec laisse actuellement se détériorer le marché. Dans le domaine de l'assurance automobile, on a quand même créé pour les cas, lorsqu'un impayette a mis ça en place, pour les cas qu'on ne pouvait pas replacer sur le marché. Là, actuellement, on a un sérieux problème de syndicats qui se trouvent démunis d'assurance. Alors, M. Gaudreau et moi, on a fait quand même plusieurs dossiers cette année où on a réussi à amener les copropriétaires à mieux s'intéresser à leur bâtiment parce que tout le monde doit travailler dans le même sens. Hein. Il faut être intéressant pour les assureurs, puis il faut également que les assureurs aient une pensée sociale en disant « je ne peux pas, du jour au lendemain, en pleine pandémie, mettre de côté un syndicat, laisser un conseil d'administration sans assurance, puis se débrouillons avec leurs problèmes. » À quand le moment où les assureurs vont vouloir s'asseoir réellement, il y en a, là, il y a des bons assureurs sur le marché, qui vont vouloir réellement s'intéresser à leur assurer en disant, coudonc, si mettant en place des politiques de gestion de risque, peut-être que ça serait intéressant pour nous. J'ai l'impression qu'actuellement, on est en train de jeter par-dessus bord des syndicats, on est en train de mettre en péril des familles. On a des copropriétés avec des gens qui sont très âgés aujourd'hui, qui sont en train de perdre leur assurance. Est-ce qu'on pense à ces gens-là? Est-ce qu'on pense aux conséquences humaines d'un assureur qui est au Québec, qui dit du jour au lendemain, ça ne m'intéresse plus? Il n'y a pas de remise en question, ça? Michel Barcelot, justement, là-dessus, Michel Barcelot. Je vais juste rajouter un petit peu à ce que Yves a mentionné. On peut faire un bref historique des situations. Quand on parle d'assureur direct, là, sans courtisage, au Québec, ici, on faisait du résidentiel. Et ces assureurs-là ont décidé de faire un peu de commercial puis prendre la copropriété, qui est un élément commercial en assurance. Mais on a pris des gens qui étaient habitués à faire des dommages d'eau dans les sous-sols, des vols dans la maison ou quoi que ce soit, puis essayer d'en faire des experts sur des pertes de copropriété importantes. L'évaluateur qui les accompagne, qui généralement vient de même boîte, de même assureur, avait l'expertise de maison, mais aucune expertise
dans les bâtiments de syndicats de copropriété qui sont majeurs et qui sont d'origine commerciale, parce que ce n'est pas la même tarification des ouvriers qui travaillent sur des bâtisses de syndicats que ceux que vous avez à la maison. Et au surplus, ceux qui sont gestionnaires, ce qu'on appelle les reviseurs de ces gens-là, à l'interne chez les assureurs, n'ont pas plus d'expertise. Je regarde à Montréal ce qui se passe, là. On a peu d'assureurs, je peux prendre ma main droite que vous les nommez, là, qui font vraiment de la copropriété. Toronto, il y a 3 ans, il y a eu une inondation dans le centre-ville de Toronto et il y a eu 10 bâtiments de 15 étages et plus qui ont été inondés au sous-sol. Ça comprenait toute la mécanique de bâtiment, chambre électrique, ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le même assureur qui était sur ces 15 bâtiments-là. Dans la semaine qui a suivi, on a eu des équipes de travail qui ont travaillé dans les chambres électriques, pas pour les alimenter directement, pour trouver des génératrices pour faire fonctionner l'électricité du bâtiment. Donc, on a trouvé des groupes électrogènes pour ça à travers le Canada. Il en venait de Montréal, il en venait d'ailleurs, il en venait de London, puis on a fait venir des États-Unis. Les ascenseurs, parce que le monsieur qui reste au 15e, là, lui, n'est plus capable d'y aller. Alors, son assureur est pris pour lui payer des frais de subsistance parce qu'il est obligé de rester ailleurs, pas pour monter 15 étages avec sa commande. On a trouvé le moyen de faire venir des gens de chez Otis, de Montréal, de Vancouver, de New York, pour faire des travaux sur les cages d'ascenseurs et les mettre en opération. Ça a été fait en dedans de 2 semaines. 10 bâtiments. On parle des unités de 15 étages. L'assureur s'est organisé pour faire ça. Puis après ça, bien là, c'était le temps de faire les travaux dans les chambres électriques parce qu'il fallait trouver quand même les composantes pour les chambres électriques. Il n'y en pleut pas. Hein. Ouais. C'est fait spécifiquement pour chacun des bâtiments. Fait que l'assureur l'a fait, ça a coûté quelques millions dans les premières semaines. Mais ils ont sauvé énormément d'argent pour le reste des syndicats au niveau des copropriétaires, de tout ce qui en était, puis réhabiliter le bâtiment. C'est ça qui devrait être fait. Mais ici, malheureusement, quand on arrive avec des pertes majeures, bien là, tout le monde tourne en rond. La protection du bâtiment va-tu se faire? On va-tu protéger le toit actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu de l'assèchement? On fait-tu ci? On fait-tu ça? Ça, on parle de dégâts d'eau, c'est la même Moses d'affaires. Et puis là, bien, on se promène avec un évaluateur d'une étape à l'autre, puis tout ça. Puis après ça, bien, vous avez parlé du questionnement pour les améliorations des unités. C'est pas sorcier. De base, toutes les unités sont couvertes. Donc, le GIP, ça appartient à l'assureur du syndicat. Les armoires, en totalité ou en partie, c'est une amélioration de valeur d'armoire. On va appartenir à l'assureur du copropriétaire. Et les couvre-sols ou les améliorations qui ont été apportées, ça va se répartir entre les deux. Mais ce n'est pas difficile à faire. C'est simple. L'appartement témoin, il se fait facilement par un évaluateur de compétences qui va faire le tour du bâtiment puis il va l'établir avec précision. Michel Barcelot, en 1 minute, parce que c'est la fin, un sinistre devrait être réglé en combien de temps à partir du sinistre jusqu'au règlement final, jusqu'à la construction et la réintégration des copropriétaires dans leur unité? Avec Yves, on l'a vu, on l'a fait en 8 mois sur une bâtisse de, je ne sais pas, ça a coûté 3 millions à l'époque. Mais là, on parle d'une perte totale? Quand on dit 8 mois, c'est une perte totale ou une perte partielle? Il y avait un étage au complet qui manquait. Toutes les autres unités ont tous été dégarnies de leur électricité, plomberie et autres. Et il a fallu faire une toiture temporaire parce qu'on avait le verglas. Au 1er juillet, c'était fait. Le règlement ici, on a vécu, là, il parlait de la Couronne Nord, bien, on parle du Faubourg. Il y a eu 14 bâtiments de mémoire. Boisbriand, hein? C'est ça, Boisbriand, c'est ça. Et puis là-dedans, il y a 4 unités qui étaient complètement habitées, là, qui ont été totalement détruites. Le règlement s'est fait avec l'entrepreneur pour reprendre ces condos-là et les refaire. Dans 2 mois, il avait reçu l'indemnité chez le fiduciaire en totalité pour reconstruire. 2 mois. Ouais. Puis il a recommencé les travaux immédiatement quand le règlement est intervenu. Donc, Michel, c'est pas normal il est anormal qu'il faille attendre 1 an, 2 ans avant que tout soit réglé. Parce qu'on n'a pas la qualité de personnel pour effectuer ces démarches-là chez l'assureur. C'est ça qui est le malheur de la situation. Ouais. Comment ça se fait qu'on a réussi à établir, puis Yves en a fait d'autres aussi, à ma connaissance, là, les règlements se font quand la bonne volonté est mise de part et d'autre, là, que les évaluations sont précisées. Il s'agit juste de trouver un entrepreneur puis faire les travaux. L'argent est disponible chez le fiduciaire. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis obligé d'interrompre là parce qu'on va dépasser la limite.
Donc, ce n'est pas ce qu'on veut parce qu'il y a des gens qui sont bien, bien gentils d'être avec nous, mais qui veulent peut-être faire autre chose une fois arrivé 20 heures. Alors, je vous rappelle que cette émission est une présentation de BGA Architectes, qui est une présentation donc, de BGA Architectes dont l'équipe a donné vie à plus de 1800 projets et ont façonné le patrimoine québécois d'un bout à l'autre de la province, majoritairement situé au centre du Québec, mais aussi dans toutes ces régions. Ce sont autant d'idées et de rêves qui ont vu le jour dans plus de 170 municipalités québécoises. BGA Architecture, notamment, qui a développé une grande expertise en enveloppe de bâtiments, infiltration d'eau et autres. Donc, pour contacter l'équipe de BGA Architectes, c'est bga.archi, bga.archi. Donc, merci à nos invités de ce soir. Michel Barcelot, expert en sinistre à la retraite. Merci d'avoir été là, Michel. Merci de m'avoir invité. Grand plaisir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci d'avoir été là. Merci. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages, vice-président chez Gaudreau Assurance. Merci d'avoir été là. Merci à vous, toujours un plaisir. Super, on va vous réinviter, vous. Yves Jolicoeur, avocat émérite. Mais de toute façon, on vous invite déjà tout le temps, Vincent. Vous êtes toujours là, vous êtes un habitué. On est bien content de vous avoir, d'ailleurs. Merci d'être là. Yves Jolicoeur, donc avocat émérite en droit de la copropriété, cabinet d'avocat Terrien Couture Jolicoeur. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on fait relâche. On revient dans 2 semaines. Et là, la prochaine question qu'on vous pose dans 2 semaines, c'est pour ou contre la cigarette en copropriété? Un beau débat à venir, un débat à saveur juridique. Merci d'avoir été là. À dans 2 semaines, 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.